Bonjour à tous. Après une petite pause de ce format que vous aimez bien pendant la saison, on se retrouve pour un CQFR bonus du week-end, celui dans lequel on essaye de répondre aux questions que vous nous envoyez à l'adresse mail cqfr.rivers@gmail.com. Je vous la donne au cas où vous auriez envie de nous envoyer des trucs pour les prochaines semaines. Aujourd'hui, pour ce CQFR, en plus d'Antoine et de moi-même, on sera en compagnie de quelqu'un qui a réellement disputé des matchs de basket professionnels dans sa vie et va continuer d'en disputer. Maud Stervinou. Maud, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment ça va? Salut Shai, bah écoute, merci à toi pour l'invitation, ça va très bien et je suis très contente d'être là pour un petit peu débriefer de cet été qui a été riche. Absolument. Et on nous avait demandé dans les commentaires si on te reverrait parmi nous prochainement. Donc voilà, on a accédé à à vos requêtes et sous ce format de questions, donc qui est évidemment plus détendu que des podcasts plus formels. Euh, on en avait déjà discuté ensemble, Maud, quand on avait fait la preview du tournoi olympique il y a quelques semaines. Mais donc tu seras à nouveau en LFB cette saison du côté de Landerneau. Et je dis ça parce que il faut suivre les équipes et les filles de LFB cette saison et tout le temps en règle générale. Parce que c'est du très haut niveau, parce qu'il y a des joueuses que vous avez pu suivre au JO, que ce soit en 5-5 ou en 3-3, avec l'équipe de France ou d'autres nations. Donc, allez au match si vous le pouvez et suivez les rencontres. Voilà, c'était l'instant pub. Si tu veux rajouter un mot là-dessus, Maud, n'hésite pas. Bah écoute Shai, t'as tout dit, belle promotion je trouve du basket féminin. C'est vrai qu'on a l'occasion de retrouver des joueuses qui ont disputé ces Jeux Olympiques, que ce soit sous le maillot de l'équipe de France ou d'autres maillots d'ailleurs. Donc ça reste un championnat très attractif et l'un des meilleurs en Europe. Donc évidemment, on vous accueille avec plaisir. Voilà, on manquera pas de parler du championnat pendant la saison parce que voilà, c'est toujours c'est du spectacle, c'est du très haut niveau, c'est un des meilleurs championnats du monde tout simplement, et il faut en parler. Voilà. On va commencer avec la première question de nos auditeurs, lecteurs, qu'importe le terme. C'est une question toute simple qui nous vient de Oscar qui nous demande, donc il nous dit bonjour à tous, les JO se sont terminés il y a quelques jours et on a encore des étoiles plein les yeux. Est-ce que vous pourriez me dire chacun votre ou vos meilleurs souvenirs liés au basket dans ces JO et un éventuellement qui n'est pas lié au basket? Merci à vous. Maud, à toi l'honneur pour alors le souvenir basket. Alors, le souvenir basket, moi j'ai eu la chance d'assister à la demi-finale et à la finale 3-3 masculine, Ah ouais. qui a été, enfin, les deux matchs ont été tout simplement extraordinaires parce que c'est vrai que avant de commencer ces Jeux Olympiques, on n'attendait pas forcément les garçons là. Et ils ont eu un parcours incroyable. C'est vrai qu'en quart de finale, ils sortent les Serbes Mm. qui sont favoris. Ils sortent les Lettons aussi qui font partie des favoris. Et ils disputent une finale qui est juste incroyable avec une défaite au buzzer malheureusement après prolongation. Mm. Mais ça n'enlève en rien la connotation assez exceptionnelle justement du parcours qu'ils ont eu et de cette médaille d'argent qui a été difficile à aller chercher mais qui mérite amplement. Donc ça, c'est mon plus beau souvenir basket. Ah, c'était fort et c'était un peu inattendu, hein, t'as raison. On en parlait entre nous quand on a fait les previews, on avait dit que les filles étaient attendues et les garçons un peu moins, mais ouais, c'est clair que c'était un gros moment. Et il y a plein de gens qui ont découvert aussi un peu le 3-3 aussi par ce biais-là, hein, par la force des choses. Mais Bah, Antoine, un petit souvenir ouais, basket? non, mais j'allais dire que moi, le trois Ouais. trois j'ai adoré aussi. C'est peut-être limite, Mm. Après, c'est différent parce que le 5-5 on a l'habitude de le suivre et il y a Mm. une dimension presque professionnelle. Je sais pas si ça parlera à tout le monde, mais par exemple, j'ai pas forcément vibré devant France-Canada parce que j'étais en train de bosser, en fait. C'est tout Mm. con. Alors, bien sûr que d'une certaine manière, on vibre, qu'il y a de l'émotion, même devant France-Allemagne, mais tu le vis pas tout à fait pareil, tu vois. Il y a quand même une Ouais. partie de ton cerveau qui est concentrée sur le taf. Et alors que le 3-3, du coup, quand j'ai regardé le 3-3, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir parce que c'était justement par définition que du plaisir. Et je me souviens avoir même dit devant la télé à mes parents et à ma femme, mais pourquoi même je joue du 5-5, il faudrait que je fasse du 3-3, c'est beaucoup plus kiffant. Qu'est-ce que je Ouais. me casse la tête? Ça avait l'air d'être un vrai, vrai bon délire. Après, en souvenir basket du tournoi 5-5, paradoxalement, un sentiment de frustration, mais un sentiment fort. J'avais très envie de voir les Serbes gagner contre les Américains. Et je me souviens que ça m'a beaucoup plus frustré que ce que je pensais de les voir perdre. Il y avait un truc devant ma télé où j'étais en mode, ah, Ouais. ouais, ça m'a fait quelque chose, même si c'était pas forcément du coup le meilleur souvenir. Et hors basket, alors j'ai eu de la chance de voir de l'athlé, et Duplantis, le record du Non, monde. mais Donc tout ça, c'était un c'est truc abusé. de ouf. Non, mais le gars était quand même au stade pendant quand il n'y avait plus, Mais plus d'autres épreuves que la perche et Duplantis qui bat le record du monde, quoi. Mais tu sais que paradoxalement, et même pourtant, tu sais, il y a le podium de l'ALS et tout, mais c'est pas paradoxalement le truc qui m'a le plus marqué Hmm. dans les jeux. En fait, ça va sembler bête, j'imagine qu'il y a beaucoup de Français qui vont répondre la même chose, mais Léon Marchand, je suis jamais la natation. Je suis le genre de mec qui se moque toujours, qui va dire, ouais, la piscine, ce que vous mettez.
Enfin voilà, Shai, c'est mode Ouais, de te. Je sais pas si ça t'arrive de chambrer les autres sports. C'est purement, je le fais purement avec humour. Les gens savent que j'aime bien me moquer du ping-pong, etc. Et alors la piscine fait partie des trucs où je vais dire non, mais c'est pas un sport, mais c'est évidemment faux, c'est évidemment de l'humour. Et là, pour le coup, Léon Marchand, en fait, j'ai trouvé ça vraiment dingue au point où je me disais ah non, là, il est 20h, attends, il faut que j'aille me la télé, il faut que j'aille regarder les finales, etc. Et mine de rien, ouais, ça m'a quand même beaucoup, beaucoup marqué. ouais. Maud, est-ce qu'il y a des souvenirs hors basket qui t'ont Bah, pour marqué? rester côté français, c'est vrai que tu évoquais le ping-pong, mais c'est difficile de pas parler de la médaille de bronze de Félix Lebrun, qui a été Ouais. exceptionnelle, mais aussi de la médaille en équipe avec son frère et avec enfin, le troisième Mm. coéquipier. Donc j'ai oublié le nom et je crains parce que c'est vrai qu'ils ont Simon Gauzy qui nous suit en plus, je crois. Ouais. bah, magnifique. Pardon, Non, mais tu as raison de le citer parce que ça a été, je trouve, des moments forts. Je trouve que le ping-pong français a été mis en valeur. C'est Mm. vrai que j'écoutais l'autre jour des journalistes qui parlaient un petit peu du fait que Félix Lebrun, bah, c'est nous en fait. C'est vrai qu'on peut tous s'identifier à lui. On le croise dans la rue, on se dit pas, voilà, Léon Marchand, il a cette carrière d'athlète, il a Mm. ce parcours aux États-Unis, etc. Et ce que Félix et Alexis ont fait, je trouve ça juste énorme en fait. Et ça a été des matchs que j'ai adoré suivre. Ah, mais c'est drôle parce que du coup, avec les blagues d'Antoine, parfois on a des auditeurs qui sont de la communauté ping-pong et qui viennent nous voir. Ah, les gars, regardez vraiment, c'est vraiment bien. Toute l'année, ils nous ont fait ça. À un moment sur Twitch, pendant notre émission, ils sont même venus en raid. Ils étaient une quinzaine à dire ah, suivez le ping-pong et tout. Et du coup, bah, c'est marrant que ça a été un des sports les plus cool à suivre. Moi aussi, ça a fait partie des bons souvenirs. Mais moi, du coup, je suis hyper jaloux d'Antoine parce que j'étais devant ma télé au moment de la perche, au moment où Duplantis il bat le truc. J'ai sauté du canapé comme si c'était mon équipe de foot qui avait marqué un but, quoi, tellement je le trouvais incroyable et en dehors du temps presque, tu vois, je l'ai Non, trouvé mais totalement dingue. Duplantis, athlétiquement, enfin, je sais pas comment dire. T'as l'impression que le mec vole, et Ah, c'est dingue. qu'il fait pas le même sport que les autres. Enfin, bref, je peux passer Mm. les superlatifs et comparaisons, quoi. Ouais. Et pour le basket, bah, pour le coup, tu vois, c'est vrai que tu bossais devant France-Canada, donc moi, je bossais pas par définition, vu qu'on travaillait ensemble, et que j'étais au stade et à la salle, et du coup, bah, moi, c'est forcément un grand souvenir parce que j'y suis allé sans aucune attente, en me disant, bon, on va perdre, à mon avis, c'est pas très grave. Puis, j'étais pas prêt pour l'ambiance et le bruit qu'il y avait dans la salle. C'est-à-dire que c'était fou. Je suis jamais allé dans une salle en Serbie, en Grèce, donc j'imagine bien avec les fumigènes et tout ça, mais là, en termes sonores, c'était juste dingue. Et puis le fait que les Bleus gagnent, voilà, c'est forcément. Moi, au niveau souvenir basket, ça a été mon préféré. Ça a été mon préféré pendant ces JO. Voilà. Si pas d'autres souvenirs basket ou hors basket qui vous. Bah, moi, pour notifier quand même, j'ai aimé voir enfin, le retour, entre guillemets, de Simone Biles. Ah C'est ouais, vrai ouais, que ouais. peu de temps avant les Jeux Olympiques, justement, il y a un reportage sur elle qui est sorti sur Netflix. Ouais. D'ailleurs, Mm. j'encourage tout le monde à regarder parce que je trouve ça top de savoir un petit peu ce qui s'est passé justement post-Tokyo et de la voir arriver presque encore à son prime Mm. avec un record de médailles en tant que gymnaste américaine. J'ai trouvé aussi ses prestations gracieuses, superbes à regarder. Donc c'est vrai que Simone Biles aussi, j'ai beaucoup aimé. Ouais, elle est dingue. Enfin, c'est pareil, c'est une extraterrestre, quoi. Puis avec tout, t'as raison. Alors, j'ai vu que des extraits du documentaire, mais je connais un peu l'histoire. Enfin, j'ai suivi dans les médias américains toutes les périodes compliquées qu'elle a vécues et tout ça. Enfin, ouais, elle fait partie des. Tu sais, t'as les athlètes, tu disais Félix Lebrun, on s'identifie un peu. Toute proportion gardée, hein. Je pense pas. Tu sais, Anthony Edwards, il avait dit qu'il pourrait prendre un point peut-être à une joueuse américaine. Voilà, je pense que c'est pas. Mais moi, je prendrais certainement pas un point à Félix Lebrun, mais t'as raison, on s'identifie plus facilement à lui. Simone Biles, en dehors de la taille qui est pas banale, mais c'est ce qu'elle fait, ça n'a aucun sens, quoi. Pour moi, c'est toutes les gymnastes d'ailleurs, hein. Et j'ai bien aimé du coup l'histoire aussi avec Kélia Nemours, je crois, Ouais. la française du coup qui était avec l'Algérie et puis que la Fédé a pas voulu prendre. Enfin là, c'est plein d'histoires comme ça qui font que les JO c'est quand même vachement cool. Il y a une bonne transition pour la prochaine question qui nous vient de Lucas et tu vas voir, je suis très très curieux d'avoir ton avis là-dessus, Maud aussi. Donc Lucas nous dit, aujourd'hui j'ai écouté le dernier épisode du podcast d'Austin Rivers et vers le début ils ont clairement descendu le niveau des joueurs de 3-3 au JO. Rivers disait lui-même qu'il exploserait tout le monde, qu'il est une bête en 1 contre 1. Je le trouve déjà régulièrement plutôt arrogant et sûr de lui pour un joueur qui n'a plus de place en NBA dans un roster actuellement. Bref, je n'ai pas trop suivi le 3-3 au JO contrairement au 5-5, mais que pensez-vous du niveau de la compétition en 3-3? Êtes-vous d'accord avec le fait que n'importe quelle équipe d'ex-joueurs NBA comme Rivers le prétend pourrait largement attraper la médaille d'or? Il suggère par exemple que Michael Beasley, Montrezl et lui l'emporteraient facilement. Voilà. Qu'est-ce que Qu'est-ce que tu penses du niveau du 3-3? Et tu sais, il y a toujours la fameuse question des gens qui se mettent à suivre le 3-3 qui disent bah,
Si tu mets LeBron James, Kevin Durant, Steph Curry sans entraînement de 3-3, est-ce que ça suffit, quoi, tu vois? Figure-toi que je me suis posé la question et je pense que ça suffit pas. Parce qu'aujourd'hui, on est arrivé sur une discipline sur le 3-3 où tu as de plus en plus de spécialistes. Je prends l'exemple de Jong Ouais. des Pays-Bas qui a fait des passages en France, qui a Mm, notamment joué à Boulogne-sur-Mer et qui était loin d'être un joueur dominant. Pour autant, aujourd'hui, tu le transposes au 3-3, il a été élu le joueur le plus spectaculaire. C'est encore mm, lui qui sur de la gagne. Il fait une compétition incroyable. ouais. Aujourd'hui, pour moi, il y a tellement besoin d'entraînement, de connaissances des uns des autres, et c'est des automatismes à prendre ensemble aussi que c'est aussi pour la raison pour laquelle moi je voyais pas forcément l'équipe de France 3-3 arriver là où elle est arrivée parce que on a amené deux joueurs du 5-5 avec deux joueurs qui sont Mm, spécialisés en 3-3 depuis plusieurs mois maintenant. Pour autant, voilà, ils ont réussi à bien coordonner tout ça, mais il y a eu des entraînements avant aussi. Tim Berger avait contribué justement à la présence mm. des Français aux Olympiques via le TQO. Donc pour moi aujourd'hui, cette discipline elle est trop sous-estimée, elle manque encore sûrement de visibilité, mais elle en a gagné grâce aux garçons pendant les Jeux Olympiques. Mais ça reste un domaine pour moi, il faut une certaine expertise pour pouvoir être très bon, parce qu'aujourd'hui, la plupart des joueurs ne sont pas des joueurs de Pro A non plus. Mm. Et même les étrangers ne pourraient pas prétendre à jouer en Betclic en France pour X ou Y raison, mais ça reste un sport vraiment où il faut de l'expertise. Ouais, parce que toi, du coup, enfin, on en avait parlé ensemble quand, lors de la dernière fois qu'on avait fait l'émission, mais donc, toi, forcément, le 3-3, tu connais très bien. Est-ce que tu as l'impression du coup, que ça nécessite des qualités très différentes de celles que tu utilises toi au 5-5 parce que tu fais les deux? Qu'est-ce que, pour les gens qui découvriraient un peu le 3-3, comment tu ferais le distinguo? Je pense que ça dépend un petit peu des postes, tu vois, parce que moi, sur un poste 2, on me demande beaucoup d'agressivité, on me demande d'être à droite de loin Mm, aussi, d'avoir de l'agressivité défensive. C'est quelque chose que j'arrive à transposer facilement dans le 3-3, et c'est pour ça que j'ai aimé justement cette balance de pouvoir un petit peu faire les deux. En revanche, aujourd'hui, des très bonnes joueuses de 5-5 ne sont pas forcément de très mm, bonnes joueuses de 3-3, et inversement. Je pense qu'il faut de la réactivité, il faut de la spontanéité, il faut forcément des qualités athlétiques. Mais aujourd'hui, pour moi aussi, une des qualités incontestables qu'il faut avoir en 3-3, c'est des qualités de tir extérieur. Ça a pêché du côté féminin mm, pendant leur compétition. Et je trouve qu'à partir du moment où voilà, on arrive à avoir un certain QI basket pour jouer rapidement, parce qu'on le rappelle, c'est que 12 secondes, et d'avoir des qualités intrinsèques qui nous permettent aussi de nous exprimer, notamment sur du 1 contre 1, on peut devenir spécialiste, mais c'est aussi beaucoup d'entraînement, des habitudes à prendre et physiquement aussi. Ça mm. demande forcément d'être à la hauteur. Alors, nous, chez les filles, en tout cas, en l'occurrence, on avait quand même quatre athlètes. C'est vrai qu'après, il y a plein d'autres facteurs à prendre en compte, mais c'est voilà, c'est plusieurs qualités comme ça à ajouter. Antoine, tu Ouais, penses que. non, mais c'est sûr qu'il y a des profils spécifiques. Tu vois, par exemple, il prend l'exemple de Montrezl. Moi, je suis pas persuadé que Montrezl, ça serait un super joueur de 3-3. Alors, faudrait voir dans quel état il est aujourd'hui en tant que condition physique. Mm, Mais si on prend un Montrezl qui joue plus, je pense qu'en fait, défensivement, il va se faire ouvrir à chaque possession, bah alors que je oui, suis pas sûr qu'il va réussir à bully son gars à chaque possession. Donc, sur ça, il y a un autre truc, même ce que dit Austin Rivers. Alors, j'imagine que c'est volontairement provocateur, oui. mais les Américains, ils avaient Jimmer Fredette. Je pense Ouais, que c'est qui était un. blessé, ouais. Tu vois, il y a. Et pourtant, les Américains, ils n'ont pas dominé la compétition. Après, oui, si tu me dis Kevin Durant, LeBron James, Stephen Curry, mais ça n'a pas de sens, tu vois. Bien Ouais, sûr, je si tu me poussais dis le ces truc à trois-là. l'absurde parce que les gens se demandent comme ça, tu vois, mais ouais. Je pense que Kevin Durant, tu lui laisses un petit temps de préparation. C'est évidemment un excellent joueur de 3-3, mais tout ne repose pas là-dessus. Et je trouve la comparaison est mauvaise, en fait, de sa part, parce que si tu prends l'exemple de joueurs NBA, et encore une fois, on vient de le dire, ça fait, c'est pas n'importe quel joueur NBA qui arriverait et qui dominerait, mais en Mm. plus, si tu prends l'exemple de joueurs NBA, enfin, je sais pas, ça n'a pas de sens. On parle des mecs qui sont quoi? Ils représentent combien de pourcentage de la planète, les joueurs NBA? C'est 5%, Ouais. 1% des basketteurs de la planète. Tu vois, ça n'a pas de sens de dire, bah ouais, si je prends un des 5 meilleurs joueurs du monde, mon équipe, elle gagne 3-3. Oui, tu auras sans doute une très forte équipe, mais je suis assez d'accord avec Maud que tout ne repose pas là-dessus et il y a des profils, il y a un style de jeu, etc. C'est Mais tu sais, pas. d'ailleurs, regarde, on peut même, là, on prend chez les filles, chez les Américaines qui ont dû un peu remodeler l'effectif à la fin. Ils ont Ryan Howard et Dirk Embiid, c'est des All-Stars en WNBA. Ils n'ont pas juste pris des joueuses pro, hein, c'est des All-Stars. Donc, et elles ont galéré au début, enfin, elles ont perdu tous leurs matchs, hein. Totalement. Je me suis même posé la question à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce qu'elles veulent être là? Ouais. Euh, je regardais à la fois leurs attitudes, même leurs aptitudes à jouer toutes les quatre ensemble. Je trouvais qu'il n'y avait rien qui matchait. Au final, elles ont pris la température au fur Mm. et à mesure. Aileen Van Lith aussi a eu du mal un petit peu à rentrer dans la Ouais. compétition.
Et elles sont montées crescendo, ce qui leur permet d'avoir cette médaille de bronze, presque au détriment d'autres équipes que moi je voyais sur le podium. Ouais. Mais c'est là que tu vois que voilà, qualité individuelle, mais elles ont matché aussi pendant la compétition au fur et à mesure, ce qui leur a permis d'être évidemment sur le podium. Ouais. Question de Pierre pour enchaîner. Pierre nous dit: Salut à tous et merci pour votre travail. C'est toujours un plaisir de suivre l'actualité basket avec vous. Avec les JO, on a beaucoup parlé de l'écart qui se réduisait entre les équipes américaines et européennes, mais il reste une marge de progression pour les équipes américaines qui ne défendent pas et manquent d'engagement. Je trouve qu'il y a également de la marge au niveau coaching. En finale, la coach américaine ne fait quasiment pas jouer Griner alors qu'elle fait énormément de mal à la raquette française. Ionescu a très peu joué aussi. Et pour les gars, Steve Kerr semble être un simple spectateur en première ligne des exploits des stars américaines. Ma question est donc la suivante. Est-ce que la faiblesse tactique des US est due à un manque de considération envers les adversaires et un sentiment de supériorité, ou est-ce qu'il est réellement difficile de coacher ces équipes avec énormément de stars? Antoine, si tu veux commencer peut-être. Sans doute un peu des deux. Mm. Pour les Américains qui ont de la marge, oui, oui, bien sûr. Enfin, ils ne défendent pas. Euh, en fait, c'est je sais pas comment dire, mais tu peux pas créer un joueur parfait et enfin ou prendre un Kevin Durant et te dire ah oui mais s'il défend, tu vois comme si le si alors Kevin Durant défend, j'ai pris un nom au hasard, mais tu vois le ah si machin il défendait, mais ça fait partie de ses caractéristiques en fait. Est-ce qu'il Mm. défend ou non? À un moment c'est pas juste un si, l'engagement sur le terrain, c'est pas juste un si pour un athlète. Je comprends comme on le voit comme une donnée presque mentale cérébral, on le prend pas comme une caractéristique de jeu, genre son shoot, son tir. Bah ouais, mais l'engagement en défense, les qualités défensives, ou l'implication, là, même pas sur les qualités défensives, purement l'implication défensive fait partie au final des caractéristiques. Et si les Américains n'ont pas beaucoup de joueurs comme ça, ou si les meilleurs joueurs américains ne sont pas comme ça, bah tu peux pas dire, ouais, s'ils se mettaient à défendre, Mm. voilà, si c'est dans leur ADN ou pas. Après, est-ce que je pense qu'ils continuent, peut-être pas à prendre de haut, je ne sais pas à quel point, je suis pas dans leur tête, j'ai pas d'insight là-dessus, mais ce qui est sûr, c'est que bah voilà, ils se préparent moins que d'autres, mais parce que le calendrier aussi fait que eux ont moins de temps pour se préparer, enfin ils ont moins. Les équipes américaines, on le sait, de toute façon, elles se renouvellent. Alors chez les filles, c'est un peu différent, mais chez les hommes, elles se renouvellent beaucoup. Les gars se préparent via un espèce de mini-camp à chaque fois à Las Vegas. On sait qu'elles n'ont pas le même vécu commun que d'autres sélections, pas le même vécu collectif. Et ça joue beaucoup dans leur. De toute façon, leurs équipes, elles se reposent toujours sur le fait que bah, on va essayer de mettre une forte pression athlétique, d'avoir des points en contre-attaque. Les points en contre-attaque vont compenser le fait qu'on est moins fort collectivement et on aura de toute façon à un moment. Et si c'est encore serré, si par hasard le score est quand même serré, on va miser sur des individualités qui seront plus fortes que tout le monde et qui feront la différence. Et ça leur a donné raison sur cette compète. Mais je pense qu'effectivement, la marge athlétique, pour moi, elle est de plus en plus fine. J'ai l'impression que des qualités athlétiques, il y en a dans toutes les équipes. Et là, par contre, maintenant, la science tactique, le vécu collectif, etc., sachant qu'il y a aussi de plus en plus de grosses individualités partout, moi, je fais partie de ceux qui clairement pensent que la marge, elle est vraiment en train de se réduire. Et je pense qu'ils ont sérieusement intérêt à se bouger s'ils veulent gagner chez eux à Los Angeles. Je vais aller jusque-là, je pense très, très sincèrement. Et en tout cas, chez les hommes, chez les femmes, c'était très serré, même si je trouve qu'on en a parlé, Shai, tous les deux. Pardon, Maud, je vais te laisser la parole là-dessus. Je pense que c'était pas la meilleure équipe américaine de tous les temps. Peut-être qu'eux, ils ont peut-être un peu plus de marge au niveau du vivier. Mais chez les hommes, s'il n'y a pas de grosses révélations dans les années à venir du côté des joueurs américains, moi, je serais vraiment pas surpris que 2028, ce soit la fois où ça passe plus, en fait. Alors moi, je suis assez d'accord avec tout ce que tu dis, Antoine, notamment voilà, sur les calendriers, le temps de préparation, etc. Pour commencer par les garçons, malgré tout, c'est vrai on peut parler de carence en termes de coaching, mais je suis pas sûre que ça soit le cas. Il y a le côté aussi culturel qui fait que ça reste un jeu offensif, ça reste des individualités. Pour moi, quand tu vois LeBron James prendre un rebond et foncer droit au panier, je sais pas ce que tu veux faire d'autre, mais en soi, il a un boulevard tellement incroyable et je vois pas quelqu'un capable de l'arrêter non plus aujourd'hui malgré son âge entre guillemets avancé. Donc je me dis aujourd'hui, enfin voilà, en tout cas sur les Jeux Olympiques, les Américains ont été mis en danger par rapport aux Serbes et j'aurais aimé que les Serbes passent, mais pour autant, je les ai à aucun moment trouvés paniqués. Et je me suis pas dit, bon, plus le temps passait, plus je me disais, oh, les Serbes vont pas réussir alors ils méritaient, c'est vrai ce qu'ils proposaient, leurs joueurs, etc. J'aurais adoré voir ça. Mais la transition, moi aussi, j'ai hâte de la voir. Victor Wembanyama en parlait justement. Il se tient prêt à 2028. Concernant les filles, je les ai trouvées dominantes sur la plupart des matchs.
seulement contre la France où elles ont été mises en difficulté, même si je trouve que le match n'a pas été très agréable à regarder, dans le sens où il n'y a pas Mm. eu énormément de points, il y a eu beaucoup de déchets, il y a eu beaucoup de pertes de balles, mais tous les mérites vont à la France aussi qui ont été capables de les impacter, là où d'autres équipes n'ont pas été capables de le faire et Mm. les Américaines n'ont eu qu'à dérouler. On le voyait, voilà, il y avait quand même des joueuses intérieures qui étaient dominantes. Donc je me dis, à l'avenir, oui, il y aura une marge beaucoup moins importante. Je pense aussi que les médias ont un rôle à jouer là-dedans parce que moi, ce qui m'a un petit peu agacé justement pendant ces jeux sur les confrontations contre les Américains, c'est ce côté où on est forcément en dessous. Alors que plus forcément, quand on voit notamment l'écart chez les filles, il y a un point, ça se joue à rien. Je me dis, il va peut-être falloir remettre un petit peu aussi l'église au milieu du village, quoi. Ouais. Juste, ça me fait penser, moi aussi j'ai trouvé qu'ils n'avaient pas du tout paniqué. Et c'était peut-être Ouais. même le plus. Ça fait peut-être partie des choses qui m'ont un peu surpris. Peut-être que j'avais sous-estimé la force. Enfin, je sais que Curry et LeBron sont des joueurs extrêmement forts mentalement, mais euh, l'équipe s'est imprégnée de leur confiance à eux. Mm. Mais eux deux, justement, ils seront plus là. Je me demande, en fait, est-ce que si aujourd'hui, cette équipe, tu la lâches avec Anthony Edwards, qui est un excellent joueur, hein, c'est pas la question, des Jason Tatum, des Devin Booker, je me demande, est-ce qu'ils ont la même sérénité, la même sérénité mentale? Et je te rejoins sur le fait que les Américains doivent plus être vus comme au-dessus. Ce qui me rassure, il y a les médias, bien sûr, mais j'ai l'impression que, par contre, les joueurs, les sélections elles-mêmes, elles n'ont pas peur de Team USA en fait. Que ce soit Mm. Les Serbes ont craqué mentalement un peu plus, on pourra dire ça. Il y a eu un peu de craquage, mais c'est pas on est presque habitué. Toutes les dernières compètes, à chaque fois, ils craquent. Ouais. Mais j'ai l'impression que les Français, les Serbes, même les Allemands, à mon avis, s'ils les avaient joués, ou les Canadiens, n'ont pas peur des Américains. Ne se disent pas, ne partent pas perdus, je pense, comme à une époque. Et puis ils les affrontent tous les Perdants, jours pardon. maintenant. Bah, il y a beaucoup de joueurs NBA, ils les connaissent. Alors, et puis là, on est sur une équipe un peu particulière avec des joueurs qui ont une aura de joueurs all-time, quoi, avec les LeBron, Curry et tout, ça fait la différence. Et je suis assez inquiet aussi pour les Américains, même s'ils vont tout faire, à mon avis, chez les gars pour mettre une équipe solide en place pour 2028, parce que c'est à la maison, enfin, l'affront serait terrible, quoi, de perdre à la maison. Mais il y aura probablement plus LeBron, Curry et tout, donc ça va pas être si simple que ça. Et pour les filles, par contre, en termes de visier, j'ai l'impression qu'il y a quand même encore, même si moi je suis content quand je vois des filles dire non, non, mais on n'a pas peur des Américaines, il n'y a pas de souci. Et dans le jeu, ça s'est vu, hein, d'ailleurs, je veux dire, elles ont pas eu peur d'elles. Et je remonte même je sais plus à quelle compétition c'était, où Sandrine Gruda était consultante, elle jouait, elle était pas dans l'équipe, mais elle avait un peu choqué tout le monde en plateau en disant non, mais on doit pas avoir peur d'elles, on doit être capable de les battre et tout. Et tout le monde et c'est une approche que j'aime bien. Je pense quand même que chez les filles, il y a encore une marge et que là, ce match, tu l'as dit, hein, Maud, juste au début de la compète, elles ont eu moins de difficultés, je trouve, que spécifiquement contre les Bleus. Et j'ai eu l'impression que c'était un peu pas une faille spatio-temporelle, tu vois, mais que c'était une fenêtre à exploiter et c'est ce qui rend le résultat encore plus frustrant finalement, tu vois. Mais, euh, mais ouais, du coup, il y a un gap, il y a un petit gap encore qui se réduit chez les gars comme chez les filles, hein, et je suis curieux de voir ce que ça va donner pour 2028. Il y a une question qui est liée aux filles et du coup alors je l'avais mise un peu plus tard, mais je pense on peut la poser maintenant. Question de Julien qui nous dit, j'ai une question basket féminin et notamment américain, dont je ne suis pas assez connaisseur. Pour vous, quelle place aurait Gabby Williams dans Team USA si elle avait choisi la nationalité sportive américaine? Aurait-elle été dans les 12 ou dans l'équipe bis? Je trouve que c'est une question intéressante parce que elle a crevé l'écran sur la compétition. Les gens qui ne suivaient pas forcément ont vu la compète de Gabi qui était incroyable des deux côtés du terrain. Est-ce que, d'après vous, elle aurait pu être dans une équipe américaine à un moment ou est-ce que le niveau est encore trop important, l'écart de niveau est encore trop important? Antoine, tu veux y aller? Je ne serais pas assez spécialiste là-dessus, mais j'aurais dit, moi, de ce que j'ai vu, je l'aurais mise dedans. Mais je suis pas assez tout au long de l'année les joueuses américaines. Mais je l'aurais mis dans les 12. Mais bon, je sais qu'elles ont des stars en WNBA, Hmm. donc je préfère te laisser la parole et laisser Shai son avis. Eh ben écoute, moi je me pose la question aussi parce que souvent, tu vois, quand il y a ces choix qui sont faits, je pense aussi à Alexis Peterson qui a choisi l'Allemagne, on Ouais. se dit c'est un peu de la frustration de ne pas avoir été prise ou de ne pas avoir le niveau pour jouer avec les équipes américaines. Je pense qu'aujourd'hui, si on prend la joueuse individuellement, elle a évidemment le niveau pour être dans le roster. Mais je suis pas sûre non plus que ce soit une place évidente et qu'elle soit utilisée
au summum de son potentiel, en fait, comme elle peut l'être en équipe de France. Aujourd'hui, c'est vrai qu'elle brille. On voit elle, le jeu peut tourner autour d'elle parce que physiquement, elle est au-dessus, parce que elle propose voilà, des courses ou même son QI basket est très intéressant. Mais moi, je pense que c'est un bon choix pour elle d'avoir pris l'équipe de France pour avoir un rôle majeur, en Mm. fait. Et c'est dans ça qu'on aime la voir aussi, Gabby Williams. Et c'est dans ça, pour moi, qu'elle excelle. Ouais, alors, je suis d'accord. Alors, moi, ce que ça m'a. Alors, c'est déjà le cas depuis plusieurs compétitions, hein, depuis qu'elle joue avec l'équipe de France. Mais ça me donne presque de la frustration pour elle par rapport à la manière dont elle a été utilisée en WNBA, où elle a été un peu très souvent remplaçante. Les gens l'aiment bien et la connaissent là-bas parce qu'elle vient de Yukon et que voilà, c'est la fac référence. Moi, je me dis que là, avec le niveau qu'elle a là, ça devrait être une top joueuse WNBA en fait. Et donc, alors dans les 12, je sais pas. Dans cette équipe-là, oui, parce qu'il y a Diana Taurasi qui est quand même qui est plus là pour le symbole qu'autre chose, et que forcément aujourd'hui, je préfère avoir Gabby Williams que Diana Taurasi dans l'équipe. Euh, Après, ça, sur le papier, les joueuses individuellement, elles sont quand même très 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 fortes, celles qui ont été prises, et c'est pas individuellement que ça a pêché. Quand tu vois les 12 joueuses, Gabi, elle est pas très loin, je pense, enfin, si elle est exploitée au maximum de ses capacités dans une sélection ou en WNBA, elle peut être top 15, top 20, je pense que c'est pas un souci. Mais elle y est pas encore. Et là, je pense que ce genre d'opportunité là qu'elle a eu avec l'équipe de France, ça peut l'amener à passer un cap quand elle reviendra en WNBA. En Europe, elle est déjà dominante, hein. On parle d'une MVP d'Euroleague. Elle a été championne avec Sopron, elle est MVP, quoi. Donc c'est une top joueuse et je suis content que les gens aient pu voir le niveau qu'elle avait et puis même son implication. Je veux dire, l'histoire avec la France, elle est belle. C'est pas Alexis Peterson qui a eu le passeport 3 semaines avant, Ouais, tu vois. oui, c'est clair, rien à voir. Et je trouve que ces interventions après ont été intéressantes, pertinentes. Un autre détail, enfin, c'est quand les personnes ne regardent pas spécialement du basket et voient ces joueuses américaines justement qui ont un Mm. peu le passeport voilà, en plus, c'est le côté aussi où elle parle français, où ça se voit qu'elle a à cœur justement d'amener la Ouais, France sur un podium et avoir des belles médailles. Donc ça, je suis totalement d'accord. Où humainement, tu sens que c'est une joueuse qui a entièrement sa place. absolument. On enchaîne avec une question d'Olivier qui nous dit, ah, ça va concerner Antoine. J'ai Ah deux oui. fun facts à partager avant de poser ma question. Le premier, c'est que j'ai croisé Antoine Pimel dans une station de RER récemment et j'ai totalement bugué en oubliant de dire combien votre CQFR du samedi matin était un rendez-vous incontournable de mes podcasts. Ok. Tu te souviens de l'interaction peut-être, Oui, Antoine? et je m'excuse aussi de moi aussi avoir bugué. En fait, c'est marrant parce qu'il était très tôt le matin et du coup, donc Olivier, alors maintenant je connais son nom, est venu me voir en me disant Antoine Pimel. Et tu sais, sur le coup, j'ai pas du tout percuté qu'un mec connaissait mon nom et mon nom de famille, mais tu sais, moi je savais donc pas qui c'était. Et sur le coup, j'ai pas tout de suite tilté, donc j'ai dit, et oui, je sais plus, je crois qu'il m'a dit vous êtes Antoine Pimel, et alors, j'ai pas du tout l'habitude. Et là, oui, tu vois, mais pas de réflexe de La célébrité, comment il Antoine, c'est connaît ça. mon nom, tu vois. Et juste après, j'ai continué ma vie. Donc déjà, mes excuses à Olivier de ne pas avoir réagi outre mesure. De toute Il t'a façon, pris il était, il c'était t'a pris le très tôt, matin. j'étais dans la lune. Voilà, il t'a pris le matin aussi, c'est normal. Et donc Olivier qui nous dit euh, ah oui, il a un deuxième fun fact donc il dit c'est à propos de mon fils qui voyait pour la première fois le visage de Théo lors d'un podcast avec vous trois et qui m'a demandé s'il s'agissait du père d'Antoine. On va démentir la rumeur. Théo n'est pas le Je père sais pas d'Antoine. si c'est dur pour Théo ou si c'est Je cool sais pour pas. moi, tu vois, de me dire Ouais, non, un que peu les j'ai deux. l'âge de le fils de Théo. En tout cas, Olivier qui nous dit j'en viens à ma question. Lors des quarts et demi-finales des JO contre le Canada et l'Allemagne, la France s'est brillamment défaite de deux des favoris au titre, sous l'impulsion d'un trio Euroleague qui, pour ma part, était inattendu Yabusele, Cordigné et Le Sort. Depuis la fin des JO, Gershon a déclaré mériter avoir une seconde chance en NBA. Et vous avez justifié de ses qualités dans votre podcast traitant du bilan olympien des équipes de France. Dans un basket fiction, pensez-vous que le style de jeu de Yabusele, Le Sort et Cordigné serait aujourd'hui NBA compatible? Maud, qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, je vais prendre les cas individuellement. Gershon, Hmm. oui. Honnêtement, voilà, il a montré sa domination en Europe, il l'a montré sur des compétitions aussi élevées que celles des Jeux Olympiques, et moi j'ai envie de le revoir Hmm. de l'autre côté justement de l'Atlantique. Le sort aussi parce que j'aime son intensité, pour autant je l'ai trouvé peut-être, je sais pas dans quel rôle il pourrait être utilisé. Hmm. Moi j'adore le voir en Europe parce qu'en Europe en fait je le trouve dominant. Des fois dans la raquette je l'ai presque trouvé petit face à certains adversaires. Ouais. Ou en Euroleague, j'ai pas ce sentiment-là. Mm. Concernant Cordigné, j'aimerais le voir peut-être encore une ou deux saisons confirmées en Euroleague. Moi, j'adore ce joueur parce que voilà, j'aime ce côté aérien qu'il peut avoir, la hargne aussi qu'il a. Mais sur ces postes comme ça, déliés, je suis peut-être un petit peu plus dubitative sur l'idée de le voir dès la saison prochaine en NBA. Ouais. Je Mais je vais te comprends, hein. rejoindre. Pardon, vas-y, Charles, Non, non, excuse-moi. j'allais juste dire que du coup, France-Canada, pour l'avoir vu vraiment de très près, je le connaissais partiellement, si tu veux. On l'avait tous vu jouer, mais
de près l'impression qu'il a dégagé au niveau de l'énergie, de la confiance en lui. Enfin, il a essayé de péter des dunks sur la tête des Canadiens sans aucun puis la confiance en lui sur les tirs à 3 points. C'est un joueur que j'avais énormément sous-estimé. Donc oui, effectivement, j'ai aussi envie de le voir briller en Euroleague. Peut-être qu'on parle plus de lui, qu'il devienne un cadre déjà en équipe de France, qu'il est en train de devenir. Et après, pourquoi pas, parce que c'est un joueur qui a été drafté, donc j'imagine que c'est quelque chose qu'il a quand même en tête, qu'il a quand même en tête un moment. Moi, je vais aller exactement dans le même sens que Maud. Je trouve que Gershon, indiscutablement, et je pense qu'il pourrait même être titulaire dans beaucoup d'équipes, pas juste revenir en NBA et avoir un rôle. Je pense qu'il pourrait être Ouais, titulaire dans des très fortes équipes. On en a parlé dans un CQFR, on a même fait un peu, on a listé quelques équipes dans lesquelles on le verrait, et c'est généralement des équipes qui jouent le titre qu'on a choisi. Le sort, un peu comme toi, tu vois, je me dis oui, et d'un côté, je me dis aussi niveau taille, même si en NBA il y a de moins en moins de taille, c'est hmm, un des trucs sur lequel des fois je me pose la question. Et du coup, pour le rôle, je me dis que le seul truc qui collerait, c'est pivot backup. Pas Ouais. poste 4 impossible, mais genre backup center où tu sais ouais. que ton pivot est un peu sous-dimensionné par rapport à d'autres gars. Mais bon, il y a de moins en moins de très grands NBA, même si ça revient. Voilà, un espèce de pivot backup qui t'amène de l'énergie, qui te met des points. Mais pareil, je trouverais ça un peu dommage parce que justement, il peut tellement dominer physiquement en Europe et il perdrait un peu ça en NBA. Et pour Gordinier, pareil, je vais encore une fois dans le même sens que toi et que vous, du coup, j'aimerais quand même voir à quel point il peut dominer l'Euroleague. Si on veut vraiment parler d'un mec qui reviendrait derrière en NBA avoir un rôle. Ouais. Tu vois, même Nando De Colo, quand il a dominé l'Euroleague, il est jamais revenu. Alors, on en a parlé, Shai, peut-être qu'il n'y avait pas une grande volonté de revenir, mais Hmm. je pense aussi qu'il fallait qu'il y ait un vrai rôle qui lui plaise pour qu'il ait envie de revenir. Là, aujourd'hui, Cordinier, je sais. Je, si tu es un bon joueur, tu es un bon joueur, mais niveau style de basket, voilà, j'ai besoin de voir sur encore une plus grande scène à quel point il domine. Et parce que toujours, voilà, il y a des notions athlétiques. Il est athlétique, hein, c'est pas le problème, mais il y a des ovnis en NBA, tu vois, sur les postes 2 Ah ouais. 3. Donc il y a un peu ce truc-là de voir comment ça se passe déjà en Euroleague. Et ensuite, pourquoi pas éventuellement. Ce sera déjà très, enfin, je veux dire, c'est toujours très bien. C'est-à-dire que ces compétitions-là, là, c'est ce qu'il nous disait, c'est que ça a été une surprise pour ceux qui regardent pas forcément beaucoup l'Euroleague, mais il y a plein de gens qui ont dit, bah oui, moi, ça fait 5 ans que je dis que Mathias Le Sort, il est dominant en Euroleague, que Cordigné, il est très bon. Et du coup, ça permet à des gens, bah, moi, personnellement, je regarde moins l'Euroleague que la NBA, et c'est vrai que ça permet de réaliser aussi que c'est une super compétition qui a un niveau énorme, et que ça mérite d'être plus suivi, quoi, tout simplement, je pense. Voilà pour cette question-là. Alors, question respiration un peu. Question de Jérémy. Salut à toute l'équipe. Deux questions pour vous faire ouvrir un peu votre propre boîte à souvenirs. À quel moment, plus ou moins précis, vous êtes-vous dit, je veux travailler dans le basket, c'est ça que je veux faire? Alors pour moi, ça sera. Alors, oui, bah, tu travailles dans le basket. Nous, on travaille différemment dans le basket, mais donc tu travailles aussi dans le basket. Est-ce qu'il y a un moment, et après il y a une deuxième partie à la question, vous verrez, mais ah bah, en fait, non, la deuxième, elle est même plus pour toi, je vais la lire, tu vas voir. Et à quel moment de votre vie, puisque vous avez presque tous joué en club, toi, t'as pas presque joué en club, vous vous êtes dit, eh, mais en fait, je suis franchement pas mauvais au basket, je devrais peut-être en faire sérieusement. Voilà, donc c'est un peu en deux temps. Est-ce qu'il y a un moment où, on va commencer Ça, par c'est que toi, Maud, pour mode, ça. c'est que, est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, enfin voilà, est-ce qu'il y a un moment précis où tu t'es dit, je veux faire ça, et est-ce qu'il y a un moment où tu t'es rendu compte, tu te dis, quand même, je suis quand même plutôt doué pour faire ça. Ben écoute, moi, enfin, j'étais pas forcément prédestinée à me dire que je voulais une carrière professionnelle parce que Ouais. la petite histoire, quand j'ai commencé, moi, j'ai commencé à Pleyber Chris, qui était un club en seconde division féminine, donc comme déjà professionnel. Mhm. Pour autant, c'était pas la structure la plus cadrée. Donc moi, le rythme de vie que je voyais de mes coéquipières me faisait pas rêver. Donc j'ai continué mes études en parallèle. Après, petit à petit, le club de Landerneau s'est formé, donc ça a pris une ampleur un peu plus grande. Il y a eu la montée, je suis partie à Toulouse, donc là, je faisais uniquement ça après avoir validé mon bagage Mhm. scolaire. Pour autant, je m'aperçois avec du recul qu'à ce moment-là, j'étais pas encore vraiment professionnelle. Après ces 2 ans à Toulouse, je suis partie 2 ans à Calais, donc toujours en Ligue 2. Et donc là, enfin, contextualiser, c'est entre 2020 et 2022. Et c'est à ce moment-là que moi, je me suis dit, euh, il faut que ça prenne une autre tournure parce que ça représente beaucoup de sacrifices, parce que j'aime ce que je fais, parce que je prends aussi conscience de la chance que j'ai de pouvoir vivre de ça et qu'il y a de grandes choses potentiellement à faire. Parce que des fois, on s'arrête un petit peu à des résultats sportifs, Mhm. etc. On s'imagine pas à la fois l'aventure humaine que ça peut être, mais aussi le tremplin pour la vie d'après, tout simplement. Et en fait, moi, plus le temps passe, et encore aujourd'hui, je pourrais dire, mais plus les jours avancent, et plus je me dis, mais
Je sais pourquoi je travaille. Et voilà, je veux me donner les moyens de réussir et de faire des grandes choses sans avoir des fois d'objectifs très précis, parce qu'évidemment, je sais où je vais, et voilà, et c'est important d'en avoir, mais qui peut le plus peut le moins. Et c'est une des phrases qui me guide, donc fixer de limite. Il y a, Mais sinon, du coup, c'était en 2020, 2022 à Québec. ouais, mais il n'y a pas un moment plus jeune ou balle en main, tu t'es dit, putain, quand même, je suis, tu vois? Non, je t'avouerai que, D'accord. tu vois, moi j'en faisais et j'ai toujours eu en moi ce côté, voilà, où j'étais très compétitive, mais très jeune, dans tout ce que je faisais, dans tous les... Mhm. Et, et même des jeux voilà, hein, qui sont un peu anodins, où tu joues au domino avec de la famille. J'ai toujours eu ce côté-là de vouloir performer dans ce que je faisais. Le basket, je me suis toujours dit, bon, ok, si tu veux être bonne, faut travailler, mais jamais en me disant que j'avais un talent de plus que les autres. D'accord. Parce que moi, enfin, ma particularité, entre guillemets, c'est que j'estime pas être une joueuse forcément très talentueuse, mais par contre, je suis très bosseuse. Et je pense que c'est ce qui me mènera des fois plus loin que certaines qui peuvent être talentueuses sans avoir le facteur, le goût du travail et l'envie tout simplement et la conscience de savoir que c'est primordial. Ouais. Antoine, est-ce qu'il y a un moment, alors il faut préciser, Bon, non, Antoine, bah, alors, j'ai non mais pas de Antoine n'est pas talent. professionnel, mais Antoine Je joue suis quand même très au loin de basket. tout. Mais je suis très, Il je joue suis en- trop loin, je suis Antoine trop joue loin en de tout Allemagne. ça. Antoine joue dans le Je championnat suis trop allemand. loin, je suis trop loin de tout ça. Par contre, ce qui est ironique, Mhm. c'est que les quelques fois où j'ai été bon, en fait, ou les saisons où j'ai pas été mauvais, sur le coup, moi, j'étais persuadé d'être mauvais, et c'est quand j'ai été persuadé d'être pas être bon, et c'est quand j'ai été encore plus mauvais que je me suis dit, ah, en fait, j'étais pas si mauvais, tu vois. Mais non, mais c'est trop loin. On est trop loin de pouvoir répondre sur un truc comme ça. Il n'y a jamais un moment où je me suis dit. Ouais, et le moment où, parce que là, du coup, dans la question, c'était travailler dans le basket, parce que du coup, Jérémy ne savait pas qu'on aurait une joueuse professionnelle avec nous, mais à quel moment tu t'es dit, ah boum, c'est là, je veux travailler dans le basket. À quel moment je me suis dit ça? Tôt, je pense. Je me souviens plus exactement, mais je dirais début de vingtaine, hein. Ouais, Je savais que je voulais faire un truc lié au sport, en fait. De toute façon, c'était pas forcément que le basket, mais c'était lié au sport. Et puis, bah, le sport que j'aimais le plus, que j'aime le plus, c'est le basket. Donc, ça allait de pair. Mais je pense très tôt, j'ai su que je voulais faire un truc lié au sport. Mais c'est vrai qu'après, au tout début, quand j'étais plus jeune, journalisme, j'avais beau jouer au basket, je pensais que je serais un journaliste foot. Et ouais. après, ça a changé, ça a évolué. Dieu Ouais, merci. bah, Mais... Dieu merci. J'allais dire la même chose parce que j'ai commencé à bosser dans le foot aussi. Mais, et c'est après en voyant la différence d'accès en fait, que tu as entre le foot et le basket qui est totalement dingue. Parce que le foot, si tu couvres l'équipe de France ou même un club, tu es quand même t'es au milieu d'une masse d'autres journalistes et tu pas ni d'exclusivité ni d'accès vraiment aux gens. Et le basket, les premiers, que ce soit en stage ou quand j'ai commencé à bosser dedans. Puis alors, la vraie révélation, quand je suis parti aux États-Unis et que t'es personne, mais tu rentres dans le vestiaire d'Enix et tu peux parler à tout le monde. Enfin, c'est une dinguerie. À côté du foot, en fait, c'est où tu as zéro relation avec les joueurs, en fait. C'est à ce moment-là. Donc, c'est plutôt, ouais, pareil, vers 22, 23. Mais ouais, t'as raison sur le truc. Je pense qu'il y en a plein qui rentrent dans le journalisme sportif en disant, ouais, le foot, c'est cool, c'est ce qu'il y a de plus glamour, peut-être, et tout. Et puis, ils se rendent compte que c'est pas du tout le plus glamour et qu'il y a beaucoup d'autres sports plus intéressants à traiter. Bientôt, Antoine Pimel, journaliste ping-pong après ces Jeux Olympiques, vous verrez. Est-ce que tu as un autre sport de prédilection en mode, que je pose ça à la volée, est-ce qu'il y a un autre sport sur lequel soit tu te serais bien vu, soit juste en tant que fan, t'adores ça? Et ben écoute, plus jeune, je faisais de la gymnastique en fait et j'ai Ouais, arrêté juste avant le basket. C'était un sport que j'adorais, mais tu vois, c'était un moment où très jeune, on me demandait une grosse rigueur et c'était mes parents qui avaient ouais, encore le monopole, ce que je peux comprendre évidemment. Mais j'ai toujours aimé la gymnastique, tu vois, j'aime cette grâce un petit peu, que ce soit sur les poutres, au bar. Je trouve qu'il y a un côté fascinant de ouais. voir ce qu'ils font et ce qu'ils sont aussi capables de faire avec leur corps. Donc la gym, j'aime beaucoup. D'accord, très bien. Nous, on n'est pas très gymnaste, Antoine et moi, mais Vous, ça, c'est le foot tous les deux du coup? Non, moi, bah, je pense j'aurais ouais. pu la course. Ouais, Ouais. toi, t'es un marathonien, toi, ouais, c'est sûr. Mais ça me fait chier. Pardon, pardonnez-moi l'expression, mais Il n'y a pas de ballon. ouais, je pense que c'est le sport où j'aurais pu être le plus fort, là, pour le coup. J'aurais pu être pas mauvais, mais vraiment, même là encore, en ce moment, j'essaye de me faire ma prépa et je me force à aller courir et ça me Ouais. saoule, en fait. Ça me gonfle. Je n'aime pas ça du tout, donc non, ouais, je me serais pas vu Je en comprends, moi, faire. quand il n'y a pas de ballon ou de raquette, je suis incapable de. S'il y a un Hmm. ballon, une raquette, je peux courir 4 heures, il n'y a pas de souci. Mais moi, C'est ça. moi, ça aurait été le foot parce qu'en fait, moi, je suis un peu un escroc, c'est-à-dire que je n'ai jamais fait de basket en club, mais c'est le sport que je préfère. Mais j'ai toujours fait du foot depuis que j'ai 7 ans et même encore aujourd'hui, je continue en équipe. Donc, c'est le sport dans lequel j'aurais pu. Je mets des gros guillemets, hein. C'est pas genre les croisés, tu connais. Non, non. Oh, je vais la gambarder là quand même. Ouais, mais bon, tout le monde à un moment à jouer la Ah non. gambardella, voilà. Mais c'est, euh, c'est resté très très loin quand même d'en faire une carrière. Mais bon. Euh,
Question suivante, question de Romain qui nous dit, alors c'est en rapport avec votre débat sur le GOAT de mercredi. Il me revient une hot take de Théo, comme quoi le contrat de Scottie Pippen avait été une clé prépondérante de la dynastie Bulls et donc de la grandeur de Jordan. J'aurais voulu que vous développiez ce point, en quoi son départ pour signer un plus gros contrat aurait empêché la dynastie des Bulls. Est-ce qu'avec lui, le deuxième three-peat, enfin sans lui, le deuxième three-peat aurait été impossible? En gros, on nous demande d'imaginer les Bulls sans Pippen. Est-ce que Jordan tout seul aurait réussi à avoir la même carrière, en gros? Enfin, c'est l'impression que j'ai dans la question de Romain. Antoine, je Euh, te laisse. euh, je suis presque trop jeune, moi. Et du coup, toi, tu me diras peut-être toi aussi. Mais, mais, euh, écoute, de ce que je connais du truc, moi, en tout cas, avec le recul, la vision d'après de quelqu'un qui n'a pas suivi tout Mhm. ça en direct, en live, je dirais que non. Parce que c'est comme si tu me demandais est-ce que les Lakers de Shaq, ils auraient gagné dans les années 2000 sans Kobe? Bah non. Tu vois, donc s'il n'y avait pas eu Scottie Pippen, après la question c'est plutôt s'il n'y avait pas eu Scottie Pippen, il y aurait eu qui? J'imagine que les Mhm. dirigeants auraient trouvé quelqu'un d'autre. Et est-ce que là, du coup, Jordan, même avec une autre star, aurait quand même gagné des titres? Je suis tenté de penser que oui. Si tu Ouais, remplaces Pippen par un autre joueur, je suis quand même tenté de penser que Jordan et les Bulls auraient trouvé un moyen d'arriver au bout. Peut-être que Tony Kukoc aurait eu un rôle plus important et c'était quand même un joueur exceptionnel. Donc ouais, peut-être juste ce serait fait différemment. Maintenant, trois titres de suite, on voit à quel point c'est très dur de gagner trois titres de suite. Ça fait, si tu gagnes trois titres de suite, tu es forcément l'une des meilleures équipes de l'histoire. Ça me paraît beaucoup plus simple quand tu as un autre Hall of Famer, l'un des autres meilleurs joueurs de tous les temps à tes côtés. Donc, ce serait ça ma réponse. Moi, je pourrais rebondir que sur ce que dit Antoine Mhm. et être d'accord avec ça, parce que quand tu les gagnes trois fois d'affilée, c'est sûr que tu as créé une certaine harmonie aussi, une connaissance du jeu l'un envers l'autre. Euh, Jordan aurait été pour moi le joueur sûrement qu'il est devenu, peu importe où, Ouais. mais c'est vrai que j'ai du mal j'ai du mal des fois à me projeter sur ces questions-là parce que moi je suis très partisan du avec des si on referait le monde. Mais voilà, j'ai un peu du mal à répondre à ça si je dois être honnête. Ouais, non, mais c'est de toute façon les questions hypothétiques comme ça. Après, j'ai quand même l'impression que Pippen avait la personnalité qui matchait bien avec Jordan, c'est-à-dire qu'il n'était pas dans une guerre d'ego. Et d'ailleurs, il l'a regretté après. Il s'est lancé en après-carrière dans une espèce de revanche sur. Sur tous les 3 jours, il change de GOAT, il lui pose la question, non, c'est LeBron parce que Jordan n'a pas fait ça, il m'a manqué de respect et tout. Puis là, il a redit il y a 3 jours que finalement c'était Jordan qui était très fort. Donc bon, mais en tout cas sur la personnalité, ça matchait plutôt bien. Et puis voilà, bon, je pense qu'avec The Last Dance, les gens se sont aussi un peu remis sur les matchs de l'époque. Ils ont vu que Pippen était un joueur absolument exceptionnel et aujourd'hui, ce serait pareil, un two-way player fabuleux. Donc, pareil, je sais pas, j'ai pas de réponse à donner, mais moi, j'ai vécu, entre guillemets, j'étais petit, mais le deuxième three-peat et Jordan, c'était tellement impressionnant. Il y avait une telle domination que tu te dis qu'ils auraient peut-être trouvé un moyen même si ça n'avait pas été avec Pippen, voilà, je pense qu'il serait passé quelque chose quand même. Euh, Question suivante, question de Renaud. Salut à tous, merci de nous avoir tenu compagnie pendant l'été. J'ai un petit start bench cut à vous proposer, d'abord chez les garçons, puis chez les filles. Puisque vous faites partie des rares à nous proposer des sujets et des contenus là-dessus, et puisque j'ai 39 ans, je me permets de le faire avec des vieilles que j'aime ou ai aimées. C'est purement à l'affect, je ne vous demande pas forcément de théoriser vos choix. C'est bien, ça nous évitera Hmm. des problèmes. Alors, son premier sur les garçons, il nous demande start bench cut, Allen Iverson, Kevin Garnett, Jason Kidd. Alors, voilà, c'est des anciens pour le coup, hein, mais qui veut commencer? Antoine, Ok. Alors, attends. Allen Iverson, Jason Kidd, Kevin Garnett, purement à Ouais, l'affect. purement en affect. Iverson, ah, bah, dans ce ordre-là. Iverson, Kidd, Garnett. D'accord, mode. Purement à pas l'affect. la même chose. Pour moi, paf, ouais, si je peux pas le voir autre part que là-dessus, donc ouais, je regardais la même chose. Bon, moi, je vais faire exprès de faire le marginal, mais après, les gens savent que Jason Kidd était mon joueur préféré. Donc, Jason Kidd qui start. Iverson, j'ai adoré. Et Kevin Garnett, que j'aimais pas du tout quand je regardais à l'époque, mais qui était un joueur fantastique. Moi, Hein. pareil. Joueur fantastique, mais voilà, je cut Kevin Garnett et je garde Jason Kidd et Allen Iverson. Le deuxième, alors des joueuses qui, pour deux d'entre elles sont à la retraite et une qui joue encore. Donc start bench cut, Diana Taurasi, Candace Parker, Sue Bird. Ah, Pareil à l'affect, hein, pas besoin de justifier sur. start sous Bird, bench Della Taurasi et Candace Parker. Mais c'est ouais, c'est C'est difficile, mais dur, ouais. hein. C'est pas facile. Antoine? Moi, je vais être sur Torazi,
que je starte. Mais j'ai hésité avec Parker quand même. Du coup, Parker que je bench et je cut sous Bird, mais j'ai Je pas savais que assez suivi sa carrière. je J'ai savais que t'allais hésité à cut mettre Subert. Parker en start. T'as pas de respect, c'est comme ça. J'ai pas d'élégance. Moi, évidemment, Soubert, je start Soubert, c'était une de mes joueuses préférées, joueuse incroyable. Je, je bench Candace Parker, que j'aime beaucoup quand même. Même pour l'extra basket, j'adore quand elle est, enfin, j'adore quand elle est dans Inside the NBA, la voir mettre des leçons de tactique à j'adore à chaque fois, c'est un régal. Et C'est puis vrai. c'était une très 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 grande joueuse. Et Diana Taurasi, que Diana Taurasi, ça fait mal quand même, mais Ça veut Mais dire toi, que tu l'aimes. Mais c'est- il aime pas. Pardon, vas-y, Maud. Mais je disais, mais c'est vrai que c'est difficile de faire ces choix-là quand tu vois à la fois la longévité de sa carrière à un aussi haut niveau. Des fois, on se pose même la question, est-ce qu'elle va pas clôturer à Los Angeles? Donc, c'est des choix. ouais, ouais, c'est ça. Mais purement à l'affect, mais je pense que je la cut parce que Antoine le sait, mais que j'étais allé voir le TQ à Anvers et donc on est allé discuter un peu, c'était cool. Elle était sortie du truc, j'étais avec des amis. Et puis au moment de prendre la photo, elle m'a dit: Ah, c'est toi le plus petit de tes potes. Bah attends, je vais me baisser un peu. Donc voilà, pour la vanne, pour avoir taillé ma taille, je mets Diana Taurasi en cut. Non, mais énorme charisme, énorme aura et joueuse fantastique. Donc il n'y a pas y a pas de bon ou de mauvais choix là-dedans, évidemment. On a une dernière question, une question de Sylvain, qui nous demande ce qu'on a pensé des Jeux Olympiques de Victor Wembanyama. Personnellement, je l'ai trouvé incroyable défensivement, mais un peu décevant en attaque par rapport à ce que j'avais vu de lui en NBA. Peut-il s'appuyer sur ce qu'il a fait et sur ce qu'il a appris pendant ses JO avec l'équipe de France pour le transposer à sa deuxième saison en NBA? Euh, Alors, je- vas-y, Maud, pardon. non, mais j'allais te dire, je t'en prie, Antoine, commence et Bah, il va forcément. En fait, chaque événement sera de toute façon une occasion d'apprendre pour Victor Wembanyama. Je pense que n'importe quelle compète, qu'elle soit FIBA ou NBA. Sur le côté déception, j'arrive à comprendre parce qu'effectivement, il s'est pas troué en fait. Il a manqué d'adresse où il est peut-être il a été un peu nerveux ou en tout cas il est passé à côté de ses matchs en quelque sorte contre le Canada et contre l'Allemagne. Mais la manière dont il rebondit contre les États-Unis en finale à Paris à cet âge-là avec une telle pression contre des joueurs aussi forts, je pense que ça en dit très long sur Victor Wembanyama et ça montre ce qu'on doit voir. Après, oui, il y a des moments, moi pareil, sa sélection de tir m'a un peu des petits pincements, t'as envie de lui dire non mais arrête, mais déjà il y a ce qui vient de lui, il y a ce qui vient de la manière dont l'équipe de France joue et les joueurs qui sont autour, comment il est utilisé, etc. Et je dis pas ça, c'est pas du tout une critique tactique ou quoi que ce soit, c'est plus une constatation. Donc oui, de toute façon il est perfectible, mais c'est normal, il a 20 ans en fait, Victor Wembanyama, donc c'était sa première compète en bleu, sa première compète FIBA officielle parmi les A. Il y a des choses en attaque qui peuvent sembler par moments où tu te dis non, pourquoi il fait ça? Mais dans l'ensemble, je trouve qu'il a quand même fait une bonne compétition, une très bonne compétition, je dirais même. Il a quand même fini meilleur marqueur, rebondeur, passeur de l'équipe de France. Je sais que c'est que des statistiques, c'est pas, ça reflète pas tout, mais je trouve ça quand même je trouve que la compétition de Victor Wembanyama est globalement plutôt vraiment intéressante. Alors moi, je m'en suis voulu à un moment donné d'être déçue aussi de ce que proposait Victor Wembanyama parce que Antoine, quand tu dis il a que 20 ans, pour moi tu dis tout. C'est vrai qu'on a des attentes énormes par rapport à toute la médiatisation qu'il y a eu autour de Wembanyama, par rapport au joueur qu'il est amené à devenir. Pour autant, moi oui, j'ai souvent pesté devant ma télé quand je voyais certains tirs qui Mm. pour moi étaient totalement inappropriés et surtout voilà le fait que ça se reproduisait souvent. Je trouve que alors, c'est difficile de dire ses contre-performances parce que, comme tu le dis, ce qu'il fait statistiquement, c'est très fort, mais il y a eu beaucoup de déchets, beaucoup de choix qui, pour moi, n'étaient pas bons. Ça a été un peu mis de côté par la super performance, justement, de joueurs comme Gershon, Le Sort, et on a mis ça beaucoup en avant. Après, je te rejoins entièrement, Antoine, quand tu dis qu'il a 20 ans et que le meilleur est à venir. Ça restait ses premiers Jeux Olympiques. On est obligé d'être tolérant face à ça. Il a que 20 ans, il a produit déjà des belles choses, mais ça doit lui permettre aussi d'acquérir une certaine à la fois maturité et expérience pour les prochains, mais il comprendra aussi mieux son rôle parce que tout l'ensemble du groupe le comprendra mieux. Là, c'est vrai qu'il a été jeté dans le grand bain. On se demandait tous au début, OK, bon, est-ce que ça va tourner autour de Wembanyama? On parlait de cette relation aussi avec Gobert, qui au final a été un flop. Donc, c'est vrai qu'il y avait un peu plein de choses à ajuster. Donc, à son âge, ça reste quand même incroyable ce qu'il réussit à faire. Ouais, mais je suis d'accord aussi.
Il est un peu, j'ai eu parfois la même impression que sur sa saison avec les Spurs où il y a le côté où il découvre un peu ses pouvoirs, il cherche ses meilleures positions sur le terrain, ce qu'il préfère. Et oui, parfois on a tous fait, mais pourquoi est-ce qu'il est à cet endroit-là? C'est compliqué. Et en même temps, on lui demandait tous d'être davantage, enfin, d'être plus près du cercle. Mais là, pour le coup, de près, à nouveau, à France-Canada, enfin, je voyais bien, il souffrait au poste. Enfin, les mecs, ils lui rentraient vraiment dedans et du coup, il en venait à fuir un peu ces situations-là. Et effectivement, il a que 20 ans et il découvre ses capacités. Il apprend à gérer aussi émotionnellement des compétitions comme ça. Enfin, tout le monde l'a vu, il était très ému après les victoires, assez affecté après les défaites. On sait qu'il est comme ça, il est branché comme ça, Victor. Donc je trouve que c'était quand même, compte tenu de la pression qu'il y avait, parce que il y a plein de gens, honnêtement, du grand public qui connaissaient que lui dans l'équipe de France, vraiment. Peut-être un peu Gobert, un petit peu Batum parce qu'ils l'ont vu sur d'autres compétitions, mais des jeunes de 15-16 ans qui regardaient là pour la première fois des Jeux Olympiques, ils connaissaient Victor Wembanyama et personne d'autre. Donc c'est une pression qu'on n'imagine pas, des sollicitations médiatiques qu'on n'imagine pas. Et au-delà de la maladresse offensive qui est réelle, hein, il a manqué des choses peut-être qui manqueraient pas d'habitude et qui manquera certainement plus dans quelques temps à mon avis. Je trouve qu'il a quand même fait une bonne compète. Et défensivement, ce dont on a finalement peu parlé, à partir du moment où les Bleus ont commencé à défendre ensemble, on a plus vu quand même Wembanyama dans son registre où il a été si impressionnant dès sa première saison en NBA. Enfin, il est podium même quoi qu'on en pense, hein, mais podium du meilleur défenseur de l'année. Il a aussi ça en lui. Donc, c'est terrifiant de se dire qu'il a 20 ans et que lui-même le dit, il aura 24 ans au prochain JO et il aimerait pas être les prochains adversaires de l'équipe de France, quoi. Et je le comprends. Et il y a des trucs sur sa sélection de tir, au final, il y a des défauts qu'on avait déjà vus en NBA, c'était un peu dans la lignée quelque part. Il y a des moments en NBA, alors le jeu est différent, il y a plus d'espace, et c'est peut-être plus facile, enfin c'est sûrement plus Ouais. facile de scorer en NBA, mais il y a déjà aussi en NBA des fois des tendances à s'éloigner sur des tirs très lointains ou aussi à prendre des tirs très rapides. C'est ce que j'ai trouvé qu'il y avait ça aussi par moment en bleu, c'est qu'il y a des moments où il prend son tir très très vite sur la possession parce qu'il a une confiance Mm. immense en lui-même, et tant mieux, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a une sélection de tirs à affiner, je pense, chez Wembanyama, pas juste en FIBA, pas juste avec les Bleus. Ça va être l'un des défis, comme vous l'avez dit, de, Mm. de, de la suite de sa progression, de toute façon. Et du coup, je me suis aperçu que j'avais manqué une question. Je vais la poser parce que du coup, elle est un peu en lien. C'est une question de Valentin qui me disait, on a vu des joueurs inconnus du grand public briller pendant ce tournoi. Donc, il parle des joueurs notamment de Isaac Ordinier, Mathias Le Sort. Alors, il y a Bousselé du grand public maintenant, qu'il commence à être connu quand même, mais inconnus du grand public briller. Y a-t-il d'autres joueurs inconnus pour ma part, en tout cas, il dit pour lui, parce qu'il suit que la NBA, euh, que l'on peut attendre dans les prochaines années en équipe de France et qui pourrait parfaitement briller au même titre que les joueurs NBA actuels. Est-ce qu'il y a un joueur alors, jeune ou moins jeune hein, qui vous semble être en sommeil un peu et qui pourrait rapidement, lors des prochaines compètes, se révéler et qu'on connaîtrait pas, enfin que le grand public connaîtrait pas, quoi. Pas un joueur NBA a priori, Mhm. Parmi Moi, les pour Français unis? parmi les Français, oui, pour l'équipe de France. Moi, pour être honnête, j'en vois pas parce que aujourd'hui, je pense que Mathieu Strasel est amené à être un grand joueur d'équipe de France et amené Ouais. à avoir un fond de voix à un moment donné. Mais pour autant, je l'imagine pas en NBA, pas encore du moins. Hmm. Donc pour moi, ça, voilà, il est encore sur un process où il doit devenir un joueur plus confirmé en Euroleague parce que ça reste un role player. Il a choisi aussi d'être dans une équipe qui joue le top 4 et c'est tout à son honneur parce que je le trouve très bon dans ce rôle. Il a montré aussi qu'en équipe de France, il avait des flashs qui étaient plus qu'importants, parce que c'est vrai que sans ce tir contre le Japon, on aurait Ah ouais. sûrement affronté les Américains en quart de finale. Donc là, moi, je serais pas, moi, j'en vois pas qui pourrait être amené à briller jusqu'à se dire, bon, ok, celui-là sera en NBA sans qu'on le connaisse, du moins. Ou en équipe de France, que du coup, là, pour ça, la question de Valentin, c'était lesquels pourraient être amenés à faire partie de l'équipe de France, tu vois, rapidement, tu vois. Mais donc, ça peut avoir la même réponse, hein. Ça peut être pareil. Antoine, je Bah, te laisse. non, mais peut-être dans le vivier de mecs qui jouent en Europe, tu vois, les Jalen Horde, est-ce qu'il y en a un qui va passer un cap? Est-ce que Théo Malédon va re-exploser? Je parle pas pour retourner en NBA, hein, je suis Ouais, plus ouais. pour Pour jouer en l'équipe de équipe de France, ouais. France. Je vois pas, par exemple, Jalen Horde retrouver une place en NBA rapidement. Je vois pas Théo Malédon et je pense même pas que ça soit bon pour eux d'ailleurs, hein. Je pense Hmm. qu'ils ont plus intérêt à faire des cartons en Euroleague. Par contre, voilà, on en avait parlé une fois, peut-être Malédon, est-ce qu'il arrivera à retrouver un rôle important en équipe de France? Je me Ouais, dis qu'il avec y a un l'Asvel, là, scénario ouais. où Hmm. il y a un scénario où ça existe. Maintenant, pour en NBA, je ne vois pas trop non plus. Honnêtement, j'aimerais bien que Ousmane Dieng, alors il est déjà en NBA, j'aimerais bien que Ousmane Dieng il performe et qu'il montre tout son potentiel, mais j'ai l'impression que ça sera dur, mine de rien.
notamment aussi du fait qu'il joue à OKC et qu'à OKC, Hmm. je pense qu'il n'y a plus le temps pour lui laisser sa place. Donc, à moins qu'il se mette à tout dominer aux entraînements, je vois pas trop comment il va regagner de la place dans la rotation, sachant qu'en plus, en NBA, on s'entraîne pas forcément beaucoup. Donc, voilà, du mal à voir un mec qui pourrait se retrouver là, dont on n'entend pas parler, qui d'un coup se retrouvera à faire des cartons, ou pas même pas juste faire des cartons, mais à Hmm. s'imposer en NBA. J'ai du mal à voir là Après, comme ça. il y a le cas de Nolan Traoré qu'on va voir, on va voir si bon, Oui. il va être Ouais. drafté logiquement et il a encore une saison à faire en France qui va être intéressante. Mais là, ce qui est marrant, c'est que quand on repense à la prépa, il y en a déjà qui le réclamaient en équipe de France face au manque de meneurs qu'on avait pour prendre modèle sur les Espagnols, ce qu'ils ont déjà fait par le passé ou autre. Lui, c'est intéressant. C'est possible que si ça se passe bien, déjà avec Saint-Quentin et après peut-être rapidement NBA, qu'il intègre le noyau alors qu'il aura que 18 ou 19 ans. Moi, ça me paraît pas, de ce que j'en ai vu, et je l'ai pas assez vu encore pour me faire une vraie idée là-dessus, mais en tout cas, c'est celui dont on parle le plus, je trouve. Voilà pour notre CQFR bonus du samedi. Merci Antoine, merci Maud encore une fois d'avoir été avec nous. On se Merci beaucoup. retrouvera pour prochaines émissions, j'en suis sûr. Puis de toute façon, les gens vont le réclamer dans les commentaires, je n'ai aucun doute là-dessus. Euh, Nous, on se retrouve lundi matin pour un autre CQFR sur l'actualité. Merci à vous deux et bon week-end à tout le monde. Ciao, ciao. Merci.